Le titre de notre conférence de discussion, moralité objective et éthique de discussion. J'ai ressenti un petit peu de désarroi. Pourquoi? Je dois avouer que je n'ai jamais négocié avec la morale. Chaque fois que j'avais négocié avec la morale, je négociais avec ma mère. Je dois avouer que je ne sais même pas qu'est-ce que c'est la moralité objective. Et je dois avouer que je m'aime ma fille énormément. Normalement, c'est toujours la moralité des autres. Et c'est également le cas sur le plan de jugement. Parce que si on regarde sur le plan, comment dire, culturel, je peux uniquement donc mentionner que sur le plan culturel, toutes les cultures occidentales ont toujours, en tout cas pendant longtemps, été imprégnées par une sorte de devise. Ne jugez pas, pour que vous ne serez pas jugés vous-même. Complète, simplement, une interdiction absolue sur le plan de jamais juger des personnes. Tu juges jamais l'autrui. La seule chose que tu peux juger, c'est la factualité, les faits. Sur le plan des personnes, tu renonces. Tu ne juges jamais ton prochain. Jamais. Interdiction absolue. Par contre, les faits, nous pouvons les juger. Donc, pour moi, la moralité, ce n'est pas mon domaine. Je suis certainement disqualifié en tant que juriste, en tant que juste philosophe. Parce que dans le monde de droit, c'est plutôt une absence de jugement. Nous ne jugeons pas des personnes du tout. Nous n'avons aucune compétence. Nous savons que nous avons affaire avec des malfaiteurs, des criminels, des meurtrières, des assassins, des terroristes, des bandits, des truands, des meurtrières, et je ne sais pas. Ça, c'est le monde de droit. Mais nous ne jugeons jamais des personnes. Nous jugeons des faits, ce que le gens a fait, effectivement. En fait, une honnête personne n'a absolument rien à faire dans le domaine juridique. Le droit n'est pas pour des personnes honnêtes. Des personnes honnêtes doivent simplement dire « je ne veux jamais m'approcher de ce monde-là ». Une personne honnête et respectable n'entre jamais en droit dans le domaine juridique. Il se tient loin. Il risque simplement d'être contaminé. Et ça, ce n'est pas bien pour lui. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est simplement une sorte de déplacement. Quand je me dis que je n'ai absolument rien à dire sur la morale, je peux quand même dire quelque chose sur quelque chose qui se fait dans la société, dans la politique ou encore dans le droit politique. Donc, un déplacement vers la conception de démocratie délibérative.
Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on quitte le monologisme qui caractérise la morale pour aller vers une sorte de dialogisme, une autre façon de penser des choses qui ne repose sur aucun endroit, en tout cas sur le plan substantif, uniquement sur des formes. Donc, un déplacement vers la démocratie délibérative. Mais avant d'aborder la question de la démocratie délibérative, il faut avoir deux précisions. D'abord, sur le plan niveau des concepts de démocratie délibérative. Parce que ça qu'on peut observer que quand vous avez un concept, ce qui se produit immédiatement, c'est que toutes les conceptions philosophiques ou encore politiques arrivent pour s'accabrer du concept. N'est-ce pas? Ça signifie que nous n'avons pas une conception de démocratie délibérative. Nous avons autant de conceptions de démocratie délibérative que nous avons des philosophies politiques actuellement en œuvre. Concrètement, nous pouvons trouver une conception de démocratie délibérative entièrement libérale. Vous pouvez trouver une conception de démocratie délibérale entièrement républicaine. Vous pouvez trouver une conception de démocratie délibérative entièrement néo-romain. Et je peux continuer. C'est quelque chose qui est récurrent dans toutes les formes de pensée moderne. D'abord arrive le concept, et après ça arrive la façon de s'accaparer de ces concepts. Et vous pouvez donc simplement identifier chaque philosophie, comment elle veut regrouper son propre philosophie à l'égard de ces concepts. Et bien sûr, sur le plan de littérature, vous pouvez bien observer, il existe une littérature énorme concernant le concept de démocratie délibérative. Mon approche sera beaucoup plus habermasienne, de sa façon plutôt peut-être infidèle. Pourquoi? Parce que pour moi, Habermas, c'est un sparring partner. C'est comme dans la boxe, n'est-ce pas? On fait des boxes, n'est-ce pas? Et c'est dans le sport même où se trouve, comment dire, la façon d'arriver aux choses essentielles. Le deuxième concerne donc la méthode. Comment comprendre un concept à l'égard de la réalité? Parce que vous avez bien compris, la démocratie délibérative n'existe pas. Et il n'existe aucune démocratie délibérative sur le niveau factuel. Nulle part dans le monde. Donc, il faut aussi situer notre réflexion sur le plan des méthodologies. Et pour nous, il faut envisager la notion de démocratie délibérative sur le niveau contrefactuel. Et ça signifie simplement qu'il faut accepter que nous parlons de quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose qui ne doit jamais être réalisé dans la pensée. Pourquoi? Parce que la pensée ne doit jamais être réalisée. Ce sera un faux pas épistémologique et peut-être même moral. C'est ma mère qui me l'a dit. Donc, simplement, il faut couper court à toutes les références vers la réalité ou encore vers la croyance que la démocratie délibérative, c'est une idéalité. Il faut presque voir ça de la même façon que nous observons dans les mathématiques, en algèbre, en physique des particules, où tout se trouve dans le modèle.
Mais le modèle est uniquement une façon de penser qui se focalise sur des éléments. Je ne vais pas faire d'épistémologie juridique ou encore d'épistémologie des sciences, mais ça signifie simplement qu'il faut admettre que la chose n'existe pas. C'est une pensée. C'est une pensée de la chose politique et bien sûr aussi de la droit politique. On va revenir. Donc, quand nous abordons les concepts de démocratie délibérative, le plus important, c'est simplement où situer notre pensée. Et il me semble que nous pouvons uniquement le situer sur le plan de la mentalité démocratique. Il faut être démocrate pour faire de la démocratie. Il faut simplement accepter que la démocratie est située sur le niveau d'une mentalité qui accepte la discussion, la délibération, l'intersubjectivité pour former une opinion politique. Ça signifie simplement qu'il n'y a aucun fondement disponible pour la politique. Il y a uniquement une possibilité qui existe sur le niveau des individus qui, donc, se prêtent au jeu politique. Ça signifie aussi qu'une mentalité démocratique doit d'abord se manifester sur le niveau de l'autonomie. Pour faire court, on voit tout de suite, quand on insiste sur la mentalité démocratique, ça signifie qu'on insiste sur l'individu. Mais ça signifie aussi que toute la philosophie ancienne qui a insisté sur le peuple comme corps, ou encore, comme on dit, comme institué, ou quoi que ce soit, est en train de tomber. N'est-ce pas? On voit tout de suite toute la philosophie politique du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, XXe siècle, tombe. Pourquoi? Parce que uniquement l'individu et bien sûr l'autonomie de l'individu sera valorisée. Donc, la thèse de l'autonomie comme instance même de la politique. C'est à partir de là où nous sortons vers l'espace public. Comment? Parce que ce qui est particulier avec une mentalité démocratique, c'est qu'il doit s'exprimer. Il doit simplement s'adresser à quelqu'un. Et uniquement le langage nous permet de le faire. Ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de dire, c'est que le langage devient une sorte de lieu pour la politique. C'est là, à l'entrée du langage, que se fait les politiques, par le biais des actes de langage. Des actes de langage qui permettent donc une multitude d'interprétations, de prises en compte, d'arguments. Simplement des interprétations qui peuvent être individuelles ou groupées et qui donc fait référence implicitement sans les substancier
de ce qui est l'environnement social, ce qui est l'environnement économique, socio-culturel, ce qui se passe sur le plan, comment dire, de l'individu en tant que tel, c'est-à-dire uniquement la forme, l'acte de langage, et la possibilité qui existe dans l'acte de langage d'exprimer la politique. Donc aussi, la question de liberté de conscience, liberté de parole, liberté de parler, de s'exprimer sans crainte des représailles de tout ordre. D'où l'importance démocratique de toujours assurer que ton adversaire et ton ennemi a plus de liberté que toi. Pourquoi? Parce que la démocratie n'a jamais d'ennemi. L'ennemi de la démocratie n'est pas le démocrate. C'est l'antidémocratisme comme le contraire. Donc, l'espace politique, l'espace public, c'est donc vraiment un espace uniquement pour la parole, pour conjuguer l'interprétation que l'individu peut se faire et vers la possibilité que ça se concrétise dans des arguments. Je n'insiste pas sur cet aspect plus. Je vais donc aller vers un deuxième aspect. Le paradigme d'un droit politique. Concrètement, nous avons un concept qui s'appelle droit politique, un concept classique. Je rappelle que ça vient, ou plutôt popularisé par Jean-Jacques Rousseau. Vous vous souvenez que son livre phare, Le contrat social, s'appelle Le contrat social et encore l'abrégé des droits politiques. Le droit politique, c'est donc quelque chose qui a une sorte de tradition, une tradition qui a été délaissée. Mais ce qui est donc important, comment dire, dans le concept, c'est qu'il concrétise notre façon de penser également le projet juridique moderne, notre façon de penser les droits à l'égard des politiques. Et là, on voit tout de suite, la démocratie délibérative peut être déplacée vers le concept de droit politique. De telle façon, comment dire, qu'on voit que le droit n'a aucun fondement non plus. Simplement, nous sommes obligés de quitter cette figure traditionnelle qui a toujours trahi peut-être le droit. C'est-à-dire cette pensée où le penseur pense le droit de la façon, voilà le meilleur droit. N'est-ce pas? Je fonde le droit. Le penseur, il pense le droit pour le fonder. Encore une fois, c'est notre façon de théoriser les droits pendant toute l'époque moderne. On avait besoin de sorte de fondement pour le mettre quelque part. Mais si on peut observer ça chez Adam Smith, chez John Rawls, cette forme de fondamentalisme, ça veut uniquement donner des monologismes sociaux. N'est-ce pas? Où le plus important, c'est d'adhérer à quelque chose. Mais l'homme et la femme moderne ne doivent pas adhérer à quoi que ce soit. Il doit se confirmer. Et à ce moment-là, justement, j'arrive avec les citations où Habermas dit le suivant, il faut être auteur et destinataire. Concrètement, je cite, l'idée d'autorisation par le
citoyen requiert en effet que ceux qui sont soumis au droit en tant que destinataires se pensent aussi comme auteurs du droit. Seule une mise en œuvre politiquement autonome du droit permet aussi à ses destinataires d'avoir une compréhension correcte de l'ordre juridique dans son ensemble. En effet, un droit légitime n'est compatible qu'avec un code de contraintes juridiques qui ne détruit pas les motifs rationnels qu'il a à obéir au droit. Concrètement, il faut laisser aux individus la possibilité de sélectionner argumentativement les raisons valables pour eux. Encore une fois, pas adhérer à un concept, pas adhérer à une conception philosophique, pas adhérer, à une conception morale ou éthique, mais continuellement discuter les concepts, les considérations, tout ça qui peut éventuellement entrer en ligne de compte pour simplement sélectionner ce qui doit compter pour tout le monde. Ça, c'est une forme de généralité, bien sûr. Une forme de généralité, comme on dit, que le juriste identifie normalement avec la loi. La loi doit être générale, autonome et neutre. Il doit être pour tout le monde. Et bien sûr, il doit exclure personne, discriminer à personne. Mais ce sont généralités qui doivent les garantir. Rien d'autre, parce que si ce n'est pas la généralité qui garantit, à ce moment-là, la loi peut elle-même devenir un objet de discrimination ou encore pire à l'égard de l'autrui. Donc, dialogisme comme donc forme pour sélectionner. Donc aussi, le droit politique en tant que formation d'une volonté commune. Ce qui se produit dans le projet d'une démocratie délibérative, c'est que nous souhaitons former une volonté commune à tout le monde. C'est-à-dire que les volontés communes soient démocratiques. Parce que tous les acteurs ont pris la parole, ont pu examiner les arguments, ont pu décider d'une façon ou de l'autre. Troisième, tout ça pour canaliser la démocratie délibérative vers des instances politiques. Avant tout de suite qu'il ne faut jamais penser la démocratie délibérative autrement que démocratie délibérative. La question de l'institution politique n'est pas pensée à l'intérieur de ce projet du tout. On peut dire que nous avons la démocratie délibérative à l'un côté et nous avons les questions des institutions politiques à l'autre côté. Et des élections politiques, ça peut être le mode de parti, d'élection, de parlementarisme et autre chose encore. La démocratie délibérative n'est pas là du tout. Et ce que fait, comment dire, donc, Habermas, c'est simplement, il dit que la démocratie délibérative doit être pensée comme un système de canal. C'est en fait une métaphore magnifique, parce que c'est lui qui a eu une chance une fois de naviguer en amateur, bien sûr, sous le canot en France, peut bien sûr être ébloui
à voir la France d'une façon tout à fait différente et éminemment beau. Mais on comprend très bien comment dire que de la même façon que les canaux permettent d'acheminer des personnes et des marchandises vers une destination, l'eau, il y a encore des canaux, permet de cheminer l'opinion commune, l'opinion de tout le monde vers les instances politiques. Il ne s'agit pas de les détruire, mais l'image comme l'eau, il s'agit de fructifier, de faire pousser, et encore que l'énergie qui possède l'eau peut donc arriver à acheminer des bons idées. Le dernier aspect donc, de cette démocratie délibérative est simplement de garantir les libertés. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucune garantie sur le plan politique que les décisions prises seront bonnes ou mauvaises. Et ça, c'est le plus pire qui existe. Tout le monde veut, soi-disant, avoir des garanties. On veut avoir des garanties que la bonne décision gagne. Ça ne sera jamais le cas. Il n'existe aucune façon de garantir quoi que ce soit. Dans une démocratie, une très mauvaise décision peut être prise. La démocratie peut même être couillon et simplement rien décider de tout. Donc, il n'existe aucune garantie de tout. Donc, il faut garantir le système en tant que tel. Il faut garantir la démocratie délibérative avec des droits politiques. C'est-à-dire garantir sur le plan des droits politiques. Garantir sur le plan des libertés, autonomie, souveraineté. Assurer que chaque acteur possède tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire liberté de parole, liberté de dire tout ce qu'ils veulent, liberté de simplement d'être une personne, liberté simplement contre l'État, contre les minorités, contre tout le monde. Pourquoi? Parce que si c'est la mentalité démocratique qui doit être protégée, à ce moment-là, l'individu a besoin de toutes les garanties possibles. Avec des droits politiques ou encore des droits fondamentaux. Dernier mot, uniquement sur le plan de résumé. Et maintenant, comment dire uniquement sur le plan conceptuel? Si nous avons donc simplement raison, on peut conclure d'abord que la démocratie, maintenant évaluée sur le plan factuel, c'est presque une minorité sur le plan mondial. Combien d'États sont vraiment démocratiques sur le plan mentionné? Une minorité. On peut même imaginer une échelle qui va des noirs vers les blancs. Et on va observer que plutôt la plupart des communautés politiques vont se situer sur le plan des grilles. Et en total, peut-être il y a plus d'États autoritaires dans le monde, des États bloqués, des États où la démocratie n'a jamais eu de chance d'entrer. Pourquoi? Parce que si on comprend la démocratie délibérative à partir des mentalités démocratiques et leur possibilité de se déployer, à ce moment, on voit, comment dire, simplement la politique et encore la démocratie autrement. On voit simplement que peut-être la démocratie
est une menace, comment dire, une espèce menacée. De moins en moins de liberté, de moins en moins de réel contenu. Et même peut-être un problème avec les intellectuels. L'antipopulisme n'est-il pas autrement une façon de lutter contre la démocratie? Quand les intellectuels se chaînent contre le peuple, n'est-il pas une lutte des classes renversée, une lutte des classes où le peuple a devenu l'ennemi? Mais tout ça, on peut le discuter dans les 10 minutes qui restent.